Bien, ben, je crois que nous allons pouvoir commencer ce webinaire. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur ce webinaire intitulé Faire travailler votre enfant le soir, la galère. Et nous allons tout de suite commencer par nous présenter. Donc, Johanna, si tu veux commencer. Alors, je suis facilitatrice d'EVIS depuis 10 ans, 11 ans. Et auparavant, j'avais expérimenté la méthode avec mon second, qui était en très grande difficulté dès la maternelle. Et on a fait le stage en CE1 et CE2, début de CE2, et ça nous a changé la vie. Voilà, parce que avant, on travaillait beaucoup pour un résultat très décevant, enfin nul même. Voilà. Et du coup, j'ai décidé de me former quelques années plus tard pour faire profiter d'autres de de ce chemin possible. Et ça fait 11 ans que j'exerce. Voilà. Bien, merci Johanna. Donc moi, je suis Patrick Courtois. Ça fait 14-15 ans que je fais ce travail et je suis tombé dedans un peu par hasard parce que on m'a demandé d'aider un enfant pendant ses devoirs et puis je me suis dit bon, ça va être facile et en fait, ça a été carrément galère et du coup, je me suis posé des questions. Je me suis demandé qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à transmettre le message à l'enfant. Et bon, de fil en aiguille, je suis devenu facilitateur d'EBIS et aussi formateur. Et nous, Johanna et moi, nous sommes aussi présentateurs du programme de formation pour les parents, et c'est de ça dont nous allons vous parler, mais plutôt sur la fin de ce webinaire. En attendant, on va vous donner quelques pistes sur ce qui se passe dans la tête de l'enfant pendant ses devoirs et pendant ses leçons. Pour vous présenter, alors tout le monde ne va pas se présenter, évidemment. Je vais vous proposer un petit sondage. Si vous pouvez en quelques instants répondre sur ce petit sondage, ça nous permettra de mieux vous situer. Je vous laisse quelques minutes pour vous présenter et je reprends la main bientôt. Tu peux regarder sur WhatsApp, Patrick? Oui, mais je ne sais pas faire. Pour l'instant, je ne sais pas. Ok. Alors, je pense que la plupart des gens ont répondu. Il y a un beau panel entre être dyslexique soi-même, être parent d'un enfant dyslexique, intéressé pour vous former à la méthode Davis. Donc, on va essayer de répondre autant que possible à toutes les questions que vous vous posez dans un deuxième temps. Alors, je vais repartager mon écran. Johanna, à toi la main. Alors, apprendre. Nos enfants sont des machines à apprendre. Ils apprennent, ils n'ont qu'une envie, c'est d'apprendre, de faire comme les plus grands. Et donc d'apprendre à manger tout seul, même quand ils n'y arrivent pas, ils veulent. Apprendre à jouer, apprendre à faire du vélo, apprendre à marcher, plutôt d'ailleurs dans ce sens-là, apprendre à marcher avant d'apprendre à faire du vélo. Ils apprennent avec les parents et par l'exemple des parents et par le soutien des parents. Et donc, c'est plutôt facile.
parce qu'ils observent les gestes des adultes et ils reproduisent. Et l'adulte peut les aider à corriger. Le problème, c'est que bon, ils voient bien leurs parents lire, mais qu'est-ce qu'ils voient quand ils vous voient lire? Ils vous voient avec un livre, et puis vous êtes calme et vous regardez, et puis vous n'aimez pas trop être dérangé, mais il ne sait pas ce qui se passe dans votre tête, et donc il ne sait pas vraiment comment il va faire, lui, pour apprendre à lire. À toi. Alors, le résultat que ça, c'est un sondage, j'ai pris ça dans un source Le Monde, mais en fait, on trouve un peu partout ce sondage. Il semblerait que pour 59% des parents, 59%, c'est plus que la moitié, hein, 59% des parents trouvent que le moment des devoirs est un moment plutôt difficile. C'est dommage parce que on pourrait faire autrement. Les devoirs prennent du temps, de l'énergie, beaucoup d'énergie, et génèrent des émotions pas forcément agréables. Combien de temps passez-vous à faire les devoirs? Alors parfois, c'est souvent, enfin, c'est peut-être trop, ou trop par rapport au niveau de la classe. Euh, Parfois, vous avez l'impression que vos enfants mettent de la mauvaise volonté. Euh, Souvent, bah, les devoirs se font au retour de l'école. Donc, en fait, vous vous rendez bien compte aussi que l'enfant n'en peut plus, n'en veut plus après une journée de classe. Vous vous dites que vous aimeriez bien qu'il soit un petit peu autonome et il n'y arrive pas. Donc, il a toujours besoin de vous. Et si vous n'êtes pas là, eh bien, le travail n'est pas fait. Oui, et ça me rappelle une histoire de un de mes derniers stagiaires qui, donc, il avait une douzaine d'années et qui ne comprenait pas les explications que sa mère lui donnait, mais aussi que moi je pouvais lui donner en stage. Et très régulièrement, il se mettait en colère, alors surtout auprès de sa mère, parce que moi, il n'osait pas trop, hein, c'est l'avantage d'être parent, ou des avantages si on veut. Et il se mettait en colère en disant, ouais, tu m'écoutes pas, tu fais jamais comme il faut, tu dis rien que je puisse comprendre et tout ça. Et donc, le fait de ne pas réussir à faire ses devoirs, à faire facilement ses devoirs, et ben, ça le mettait dans une situation qui était souvent explosée. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous, les parents? Qu'est-ce que j'ai fait au début? Eh bien, on répète et on répète encore. Parfois, on essaye de changer la façon dont on répète, mais ça ne change pas grand-chose. On peut faire des fiches, on peut faire des schémas heuristiques, et parfois même, il nous arrive de faire les devoirs à la place de notre enfant parce que ça prend trop de temps. On peut aussi fractionner le travail. On rentre de l'école, euh, on goûte, on fait le travail, on lui dit d'aller prendre sa douche, on fait du travail, on va dîner, on fait du travail. Le lendemain matin, on réessaye, et même parfois dans la voiture pour aller à l'école. Ou alors, on finit par prendre, surtout pour les plus grands, des cours particuliers qui ne changent pas forcément grand-chose. Non, ça change pas forcément grand-chose dans la mesure où souvent la difficulté, elle n'est pas là où on la croit. Tu disais, Johanna, que des fois on fait les devoirs à la place des enfants. Oui, j'ai eu un ado, un pré-ado qui était au niveau collège. Je leur ai demandé comment ça se passait pour faire les devoirs. Il avait des difficultés dans une matière, je ne sais plus laquelle c'était. Et je demande à l'enfant et aux parents, à la mère, quelle est leur stratégie pour apprendre. Et la mère me dit, bah, je fais des fiches, je fais des schémas, je fais des images et tout ça. Et puis mon fils, eh ben, il regarde, il les lit, il les récite, il les répète, etc. Et bah, le résultat, c'est que au contrôle, il a tout oublié. Parce que qui apprend en faisant les fiches? Qui apprend? Ben, c'est la personne qui fait les fiches, c'est la mère en l'occurrence. Et donc j'ai expliqué ça à la mère, elle me dit, bah oui, mais si je le fais pas, il ne fait rien, il se passe rien. C'est vrai aussi, et c'est effectivement un peu délicat. Et la bonne question pour moi, c'est pas tant de savoir ce que peut faire la mère, c'est de trouver autre chose, de trouver quelles sont les causes
qui font que l'enfant a du mal à apprendre et a du mal à apprendre de façon simple. Parce que on a vu qu'il y avait des impacts émotionnels, la colère, la lassitude, frustration. Il peut y avoir des conflits aussi entre l'enfant et le parent. Il peut y avoir des conflits aussi entre les frères et sœurs dans la fratrie, parce que si un enfant a besoin de plus d'attention de ses parents parce qu'il a du mal à faire ses devoirs, du coup, les autres peuvent se sentir aussi délaissés. Ça arrive aussi. Et donc, c'est toute la famille qui risque d'en souffrir. Les émotions, donc, où se trouve le problème? Déjà, l'un des premiers problèmes, c'est un cercle vicieux lié aux émotions. L'enfant essaye d'apprendre quelque chose. Il tente une méthode, ça ne marche pas. Bon, ça fait partie jusqu'à maintenant de l'apprentissage normal. C'est normal de se planter et puis de réessayer. Le problème, c'est qu'à force d'essayer, de pas réussir, de réessayer, de pas réussir, au bout d'un moment, l'enfant finit par se convaincre qu'il n'est pas capable de faire quoi que ce soit. Et ce premier pas sur les émotions, c'est déjà un premier blocage. Et j'ai eu, pas plus tard qu'il y a une heure ou deux, je donnais un cours de soutien en maths, une jeune fille qui me dit, ah bah ouais, mais je suis à peu près sûr de pas y arriver. Ah bah je lui ai dit, si tu es sûr de pas y arriver, déjà, ça risque de poser un problème. Donc, les émotions, c'est déjà un premier blocage. Ça suffit pas, mais c'est déjà un premier blocage. Et ça peut conduire, Johanna, à certaines croyances. Oui. Alors, dans les croyances, ça touche beaucoup à l'identité de l'enfant. Il n'est pas doué pour, alors ça peut être les maths, pour le français, pour les études. Apprendre, c'est difficile. Je lui ai transmis mes difficultés. C'est héréditaire. N'a pas de mémoire. N'a pas de volonté d'apprendre. Ne fait pas d'efforts. N'est pas attentif. N'y arrive pas parce qu'elle rêve. Je ne sais pas comment faire avec toi. Regarde ton frère, ta sœur. Toutes ces petites phrases peuvent être néfastes pour l'estime de soi de l'enfant et même le bloquer. Et donc, il vaut mieux essayer de valoriser ce qu'il arrive à faire, même si ce n'est pas toujours facile. Oui, il faut valoriser et il faut vous dire aussi que toutes ces croyances, c'est des fausses croyances. C'est des fausses croyances qui sont induites par la difficulté de ne pas arriver à, pardon, à faire facilement ses devoirs. En même temps, n'est pas attentif, c'est vrai, mais il y a une raison. Voilà, et c'est ça qu'on ne sait pas, que vous ne savez pas. Euh, c'est héréditaire, bah, peut-être que ça l'est, on ne sait pas encore très bien, ils recherchent, mais il y a souvent dans les familles, effectivement, des... Mais ça ne sert à rien de le répéter, et surtout à l'enfant voilà, qui risque d'en souffrir. Ouais. Alors, tu dis c'est héréditaire, ça vaudra peut-être le coup de développer plus tard s'il y a des questions en tout cas, parce que nous, avec la méthode Davis, on n'est pas tout à fait d'accord avec cette notion d'hérédité. Bon, on va peut-être y revenir si vous avez des questions plus tard, à la fin. Alors, la racine du problème. Le- Nous, les êtres humains, nous avons deux façons de penser. Nous pouvons penser avec des mots. Là, j'ai illustré ça avec le mot pomme, mais c'est plus souvent des phrases et des discours internes. Tiens, après le webinaire, j'irai bien faire blablabla, et je me parle à moi-même pour me raconter ce que j'ai envie de faire. Et puis, on peut penser aussi en images. Et grosso modo, on a plus ou moins tous les deux modes de pensée. Je dis plus ou moins parce que c'est très, très variable selon les individus. Quelqu'un qui pense en mots sera plus à l'aise pour comprendre un discours, pour lire un livre. Quelqu'un qui pense en images sera plus à l'aise pour expérimenter, pour comprendre quelque chose qui se passe. Là, j'ai voulu illustrer ça avec, c'est une expérience de physique qu'on peut faire. Alors, honnêtement, je sais plus en quelle classe ça se fait. C'est des questions de quantité de mouvement. À gauche, c'est la façon verbale, c'est la façon d'expliquer ça avec des mots. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais c'est ce que l'enfant risque, ou l'ado, ou préado, risque d'avoir en cours. À droite, eh ben, c'est l'expérience qu'on peut en avoir. Et un enfant, une personne qui pense plus facilement en images qu'en mots, sera beaucoup plus sensible à l'image qui est à droite plutôt qu'au mot.
Alors, les impacts de ça sur la compréhension, ça peut s'illustrer. Johanna. Alors, vous avez les fameuses conjonctions de coordination. Oula, on a fait une petite faute, Patrick. Les conjonctions, on est mal. Oh oui, toutes On les... n'a pas vu ni l'un ni l'autre. Voilà, On c'est le fait des s'excuse. mots, c'est dire. Voilà, on a beau se relire, je le vois que maintenant. Voilà. Donc, mais, ou, et, donc, or, car, vous les connaissez. Euh, mais et or, c'est une opposition, ou c'est un choix, et sert à relier. Voilà. Donc, c'est une conséquence. Qu'est-ce que j'ai oublié? Et ni une exclusion. Et écart indique la cause. Voilà. Donc, quelqu'un qui pense verbalement, avec la pensée verbale, tous ces mots, il va les retenir avec ce petit truc que vous connaissez tous, mais où est donc Ornicard? Eh bien oui. Mais un enfant qui pense plus volontiers en images, eh bien, il va se faire une histoire. Et en plus, il va réfléchir, parce qu'il va dire, mais où est donc Ornicard? Ah, mais où est donc Ornicard? Ornicard va être un personnage. Et où est-il donc? Ah, où c'est le lieu? Ah, donc je dois mettre un accent. Et puis dans une phrase, il y a un verbe est. Donc ça va être EST. Et voilà, il est tombé dans le piège. Et vous vous dites, mais il ne comprend rien. Mais non, je t'ai dit que. Mais non, parce qu'en fait, il s'est fait ses images. Et il a une certaine logique. Si enfin, voilà, si vous avez compris mon exemple, il a une certaine logique. Il réfléchit. Il réfléchit et on lui dit, eh ben non, ça n'est pas ça. Et il y a même une telle logique, c'est que en préparant ce webinaire avec Johanna, alors que je connais parfaitement la règle, et ben, en prenant des notes, je l'ai écrit comme si c'était l'histoire. Voilà, je suis rentré dedans, même en connaissant parfaitement l'histoire et en connaissant les pièges. Ouais, Pour vous. là, les conjonctions, il manque le S aussi, hein, Patrick. Eh ben oui, c'est un copier-coller, donc voilà, c'est normal, ça fait deux diapos à corriger. Mais on verra ça plus tard, on va pas faire ça maintenant. Oui, 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 non, non, c'est juste. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cet exemple, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Qu'est-ce qui fait que un enfant peut partir comme ça ou un adulte comme moi, d'accord, peut partir comme ça dans des histoires? Eh bien, c'est parce que notre cerveau a une forte tendance à créer une histoire, créer une réalité alternative devant quelque chose qu'il ne comprend pas. Pour illustrer ça, je vous propose de regarder ce petit dessin. C'est un dessin qui est assez connu. Si vous le regardez fixement, vous allez voir à un moment donné qu'il y a des roues qui tournent. Et c'est en général pas les roues que vous fixez, mais celles qui sont sur le côté. Alors que je vous garantis que c'est une image fixe. C'est une image qui ne bouge pas. Et pourtant, on la voit bouger. Pourquoi? Parce que notre cerveau crée une réalité alternative. Alors là, c'est pas quelque chose qu'on ne comprend pas, mais ça marche exactement de la même façon avec une image que l'on n'arrive pas à interpréter. Et je crois d'ailleurs que tu avais Alors oui, pardon, j'étais en une train de me histoire, perdre. Johanna, là-dessus. Voilà. Alors, j'ai deux petites histoires. En faisant lire un enfant avec un des exercices qu'on va vous proposer justement plus tard, qui s'appelle Image à la ponctuation, c'est pour que voir si l'enfant comprend bien ce qu'il lit, on lui demande de raconter ce qu'il voit dans la phrase. Et donc, c'est un texte qui raconte la vie de Davis, où Davis dit, et je mettais mes couteaux au fond de ma poche. Alors, je demande à l'enfant qui avait 10-11 ans, je dis, bah alors, qu'est-ce que tu vois là? Bah, rien, il fait noir au fond de la poche. Vous voyez? Autre chose, je travaille le pronom personnel je, et voilà, je le travaille à la façon de Davis. Et la mère me dit, pourquoi vous n'avez pas pris le dictionnaire pour ce mot-là? Alors, je prends le dictionnaire du niveau de l'enfant, qui était un dictionnaire de CE2, et il y a marqué dedans, je, donc je le lis à la mère, je, enfin, et à l'enfant qui était devant moi, première personne du singulier. Et l'enfant dit, bah, la première, c'est pas toujours je. Je dis, ah bon? Bah oui, on peut dire tu es arrivé la première. Vous voyez, là encore, une certaine logique. À toi, Et oui, c'est une certaine logique, mais qui ne correspond pas à la la réalité. réalité.
Alors, un petit quiz. Est-ce que vous connaissez ces mots-là? Je serais curieux de savoir. Je suppose que non. Bon, pour être honnête, je les ai choisis. Je me suis bien cassé la tête pour les choisir, mais en fait, c'est des mots qui viennent de médecine, de chimie, de je sais plus quoi, pour être tout à fait. Géographie. Mhm. Voilà. Euh, donc, vous les connaissez pas. Quelle est votre sensation là-dessus? Donc, qu'est-ce qui se passe en vous? Est-ce que vous n'êtes pas un petit peu perturbé par ça? Vous pouvez Je- mettre dans le chat si vous voulez. Ça peut être une bonne idée de mettre dans le chat, effectivement. Qu'est-ce que vous ressentez avec ces mots-là? Quelle est votre émotion? Ah, il n'y a personne? J'espère que le chat est bien activé. Oui, il y a la. Bah, apparemment, oui. Ok. Bon, enfin, je suppose que vous devez ressentir un peu de malaise, de confusion, dire c'est un peu bizarre comme truc. Pourtant, bah, ce sont des mots qui ont été inventés pour une bonne raison. Mais si je vous donne cela, vous êtes certainement, je suppose, un peu plus à l'aise avec. Mais si on se place dans l'hypothèse, pardon, pas dans l'hypothèse, mais dans la situation d'un enfant à l'école qui est en train d'apprendre la grammaire ou d'apprendre les maths pour le dernier mot, et bien finalement, il va se retrouver dans le même genre de situation que vous étiez tout à l'heure. Ok. Il va se retrouver confus en se disant, qu'est-ce que c'est que ce machin-là? Qu'est-ce que c'est que ce mot qui veut rien dire? Et c'est cette confusion-là qui est le point de départ, on va dire, le point de départ des difficultés. Parce que si on simplifie un peu, il y a deux grandes familles de mots. Un mot comme pyramide, c'est encore facile, même s'il n'y en a pas chez nous en France, d'accord, mais c'est encore facile de mettre une image dessus. Vous allez chercher sur Internet et des images de pyramides, il y en a partout. Ok. Mais un mot comme adjectif, eh ben, quelle image vous allez mettre dessus? Quelle image l'enfant peut mettre sur adjectif pour qu'il puisse comprendre? Souvenez-vous qu'on parle là d'enfants qui sont plus à l'aise avec les images qu'avec le son. Donc, ces mots comme ça, qu'on appelle des mots abstraits, eh ben, ils posent plus de problèmes que les autres. Alors, quelles sont les solutions, Johanna? Alors, ici, c'est une image pour, voilà, pour vous suggérer qu'avec des bons outils, on peut ouvrir le bon cadenas. Et que ce sera plus facile, enfin la bonne clé, ce sera plus facile d'aider votre enfant si vous avez les bons outils. Et donc, avec comme conséquence espérée, les devoirs plus sereins et plus efficaces. Personnellement, je vous ai dit que j'avais commencé par faire la méthode avec une facilitatrice à Paris pour mon fils qui avait 9 ans. Et, et en fait, avant de faire le stage, on travaillait tous les soirs au moins 1 heure à répétition. Enfin voilà. Et le lendemain, il ne savait plus rien. Les poésies qu'on apprenait, il ne les savait pas. Et je voyais bien qu'il ne mettait pas de la mauvaise volonté. On avait travaillé le soir, il avait vraiment voulu apprendre et tout ça. Et tout disparaissait le lendemain. Les mots qu'on apprenait, il ne savait pas les écrire. C'était d'un frustrant épouvantable. Enfin, c'était déprimant. Et on a fait le stage d'Evis, on a appris à utiliser les outils d'Evis. Et à partir de ce moment-là, au début, on a travaillé tout autant, mais il avait des résultats. Il comprenait, il retenait. Et en fait, de dernier de la classe, il est passé en 6 mois dans la première moitié de classe. Et c'est des histoires qui sont très classiques, hein. C'est des histoires que l'on reçoit très souvent parmi nos stagiaires. Et tu as employé, c'est marrant, Johanna, le mot frustration. C'est justement un des témoignages qu'une des personnes qui nous regarde a dit à propos des mots tout à l'heure, frustration. Et honnêtement, c'est ça aussi qui, moi, il y a 15 ans maintenant, la frustration de ne pas pouvoir aider cet enfant alors que visiblement, il n'était pas bête. Et puis, a priori, je connaissais le sujet aussi et c'était extrêmement frustrant de pas arriver à l'aider.
Alors, comment on fait maintenant? Alors, eh bien, sur les mots qui leur posent problème, soit pour l'orthographe, soit pour la compréhension, on peut leur faire faire des images. Et nous, on travaille essentiellement avec la pâte à modeler. Et donc là, c'était une collégienne qui avait une leçon alors c'est géographie, mais c'était enfin c'était avec toute l'écologie et tout ça qu'il fallait pas salir la nature et tout ça. Et il y avait une mare. Et pour elle, la mare, elle comprenait pas ce que la mare venait faire là parce que la mare, c'est j'en ai marre. Voilà. Et donc pour elle, une mare, elle savait pas ce que c'était qu'une mare. Elle savait ce que c'était qu'un étang, un lac, mais une mare, voilà. Donc on est allé chercher dans le dictionnaire et elle a fait une image de la mare avec, il y avait marqué des petits roseaux et elle a fait à l'intérieur des nénuphars. Et le lendemain, elle a pu l'écrire sans problème. Ça, le fait que ça soit le lendemain, c'est très, très fréquent aussi, hein. Je vous disais tout à l'heure, parmi les mots peut-être que vous avez repéré ou pas, il y avait le mot bief. Eh ben, simplement, un mot comme ça dans une leçon de géographie, on peut l'illustrer en pâte à modeler, exactement comme le mot mare dont Johanna vous a parlé. Un bief, c'est simplement dans une rivière ou un canal, c'est l'espace qu'il y a entre deux écluses. On voit les écluses à droite, les écluses à gauche, avec un petit bateau au milieu. Et ben, le bief, c'est ça. J'ai reçu il n'y a pas longtemps un jeune homme, enfin un jeune homme, oui, il avait 27, 28 ans. Son objectif de stage, c'était de se former comme coach sportif. Et dans le livre qu'il avait apporté, c'est un livre qui était au moins 3 ou 4 centimètres d'épaisseur, donc je sais pas, 1500 pages, un truc comme ça. Eh bien, on est tombé, entre autres, sur le mot ou l'expression plutôt canal médulaire. Et donc, on a fait un modelage de canal médulaire. Enfin, c'est lui qui l'a fait, hein, pour bien comprendre ce que c'est. Alors, juste pour expliquer, bah, les deux choses que vous voyez ici, c'est les vertèbres. Et le canal médulaire, en fait, c'est le trou qui permet de faire passer la moelle épinière dans la vertèbre. Bon, évidemment, c'est pas utile pour tout le monde, mais pour lui qui avait besoin de connaître ça pour son métier, son futur métier, sa formation, eh ben, c'était un élément indispensable. Donc, on peut faire ça avec bah, à peu près avec tous les mots, et y compris avec la grammaire, Johanna. Voilà. Alors, vous avez ici des illustrations de grammaire. Donc, on vous a fait le mot nom. Donc, le table, c'est un nom et ça a une image. Et puis, vous avez ces jolies plantes. Alors, ben, la grammaire, il y a quand même une progression. Donc, avant de faire ces jolies plantes, il faudra que l'enfant apprenne les déterminants et apprenne ce que c'est que féminin et pluriel, ce qui n'est pas gagné pour tout le monde. Il y en a pour qui c'est très évident et d'autres pas du tout. Et donc, tous ces mots, féminin, pluriel, on peut les faire en image aussi, avant de faire après de la grammaire illustrée. Voilà, selon une progression. Et donc, se tirer du livre ce sont deux de nos collègues avec lesquels nous travaillons. Et elles sont toutes les deux enseignantes à la base, l'une en primaire et collège et l'autre en prof de maths. Et donc, voilà, elles ont testé ça elles-mêmes euh, avant de le proposer. Et il est récent. Et je peux vous dire qu'on s'en sert toutes, nous, parce que vraiment, il aide pour aider les familles à aller plus loin. Parce que nous, on n'a pas forcément le temps où, en fait, il faudrait en faire plus. Il faudrait que les parents viennent plus longtemps avec leurs enfants. Mais c'est un outil très précieux. Voilà, si la grammaire est un problème, eh bien, c'est un guide qui peut vous aider. Oui, c'est un guide très intéressant. Je l'ai là ici, il est quand même, il est très très fourni. Il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de modelage D'image. sur les pages, voilà, sur les différentes, Ou évidemment, sur toutes les pages sans modelage. je prends des pages au hasard, donc. Mais en tout cas, si vous avez des difficultés en grammaire, c'est un livre qui est franchement à recommander. Alors, il y a une petite précaution quand même à savoir, parce que très souvent, il arrive que l'on tombe sur des difficultés. Euh,
pas parce que c'est comment dire, c'est la leçon du jour que l'on essaye de faire, mais parce qu'il y a des prérequis, il y a des fondations qui ne sont pas assurées. Un exemple très simple. Le mot garage, bon, garage, c'est pas difficile à comprendre, hein, les enfants le comprennent très bien. Et au niveau de la prononciation, pardon, il y a deux G qui se prononcent de façon différente. Il y a un G et un je. Et la règle, pour une fois en français, c'est une règle qui est fiable, qui est à 100%, c'est que devant un A, bah, c'est toujours ge, et devant un E, c'est toujours je. Mais donc la règle, c'est devant certaines voyelles, le son est je, et devant d'autres voyelles, le son est ge. Mais si l'enfant ne sait pas ce que c'est qu'une voyelle, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il devient incapable d'apprendre cette règle, non pas parce que la règle est compliquée, c'est une règle qui est très simple, mais simplement parce qu'il ne sait pas repérer les voyelles. Et ce genre de truc, je peux vous dire que je fais de soutien en maths. Ce genre de truc, il y a l'équivalent en maths, bien évidemment. C'est très, très, très fréquent et c'est beaucoup plus fréquent qu'on le pense. Donc, s'il y a des Alors, difficultés avec vos enfants, ça peut être parce qu'il y a un prérequis, il y a une fondation qui n'est pas bonne. Johanna. je vais vous raconter une histoire qui est arrivée à une de mes clientes qui était en CE2, oui, CE2, quelque chose comme ça. Et en fait, on fait l'alphabet, je lui demande quelles sont les voyelles. Et elle me répond les lettres roses. Voilà, parce que dans sa classe, eh bien, il y avait l'alphabet et les voyelles étaient marquées en rose. Donc, elle se repérait comme ça. Mais moi, mon alphabet, il était en pâte à modeler blanche. Bah, elles sont où les voyelles? Elle ne savait pas. Vous voyez? Donc, on pense, voilà, on se dit, ah bah oui, c'est, et en fait, ils ne savent pas toujours. Voilà, c'est une belle histoire qui montre bien que des fois, on a des grosses surprises sur ce que peut savoir un enfant, quoi. Mhm. Euh, Donc, dans les outils, on vous a montré très, très, très rapidement un premier outil qui est de faire des images, de fabriquer des images. On vous a montré quelques mots qui ont été faits en pâte à modeler. C'est essentiellement l'outil qu'on utilise pour donner du sens aux mots qui nous posent un problème. On a un autre outil et Johanna, je te propose de te faire une démonstration. Voilà. Alors, je vais vous lire, je vais vous lire un passage et je vais vous proposer de faire ce qu'on fait avec nos clients, c'est-à-dire au fur et à mesure que je lis, vous vous faites des images de ce que vous comprenez. Donc, je vais lire pas trop vite hein, pour que vous ayez le temps de vous faire des images. C'est La gloire de mon père de Marcel Pagnol, donc je n'ai pas cherché un truc hyper compliqué. C'est parce qu'il était sorti, lui aussi, dans un bon rang, que la déhiscence de la promotion ne l'avait pas projeté trop loin de Marseille et qu'il était tombé à Aubagne. C'était une bourgade de 10 000 habitants, nichée sur les coteaux de la vallée de l'Uaume et traversée par la route poudreuse qui allait de Marseille à Toulon. Alors, comment est-ce que vous avez vécu donc dans Q&R, là c'est questions et réponses, n'hésitez pas à partager comment vous avez vécu ce petit exercice. Est-ce Sinon, il que y vous a avez le chat à bien côté. réussi à faire des images? Est-ce que vous avez eu des difficultés de temps en temps? Ou alors tu remets le micro à tout le monde. C'est pas. Ben voilà. Voilà, je vous ai ouvert la possibilité de parler, donc vous pouvez activer votre micro pour parler, ce sera peut-être aussi simple, hein. Oui, parce qu'on n'est pas très nombreux là. Quelles images vous avez pu faire? Est-ce que vous avez réussi à faire des images? Est-ce que vous avez eu des difficultés sur certains mots? Parce que moi, j'ai une question, Johanna. Ah, attends. Alors, moi, j'ai trouvé ça intéressant parce que assez amusant avec les verbes qu'il a été, je sais plus exactement le terme, mais il me semble que c'était projeté et il était Oui, tombé à Aubagne. Et oui. du coup, voilà,
je pense que Marcel Pagnol a choisi les verbes, les termes en fonction, mais c'était assez amusant de se faire des images avec ça. D'accord, merci. Quelqu'un d'autre? Non, pas de difficulté. J'ai vu une partie des paysages du Sud. C'est une autre, je lis dans le chat. Mhm. Ok. Alors moi, je me posais une question quand même. Tu as dit au début, tu as parlé de, je crois que c'est la déhiscence, c'est ça? Oui, oui. La déhiscence. Qu'est-ce que vous vous êtes fait comme image pour déhiscence? Ah, pas de réponse. Alors, en fait, honnêtement, quand j'ai lu ce bouquin il y a des années, déhiscence, j'ai sauté allègrement dessus. Ça ne m'a pas empêché de comprendre le contraire. Ouais. Quand vous travaillez avec un enfant qui est en difficulté avec les mots, eh bien, en fait, ce mot va s'imprimer un peu dans leur tête inconsciemment et va les empêcher d'avancer. C'est-à-dire son cerveau va se dire qu'est-ce que ça veut dire inconsciemment. Et alors, il va continuer à lire, mais il va pas être complètement à ce qu'il lit. Et donc, soit il va faire des erreurs sur la suite, soit il va pas comprendre ce qu'il lit. Voilà. Quand il y a des mots que vous ne comprenez pas, eh bien, les enfants qui pensent en images, ça les arrête. Ou alors ils se raccrochent à d'autres choses et eh bien, qui vont parfois leur faire faire des contresens. Et donc, ils ne pourront pas répondre aux questions de l'enseignant comme il faut. Alors, tu disais quelque chose de très intéressant, hein, Johanna, tu Alors, disais. la déhiscence, je vais vous dire ce que c'est, pour que vous Oui, fassiez quand une même. image, les uns et les autres, sauf si ça ne vous intéresse pas. Mais en fait, on parle de déhiscence pour des fruits qui s'ouvrent en projetant leurs graines. Voilà. Donc, en fait, là, c'était la promotion d'instituteur du père de Marcel Pagnol, la promotion qui a eu ses années d'études. Et là, elle éclot. Ils vont tous partir enseigner à gauche, à droite. En fait, voilà, la promotion s'ouvre euh, et jette tous ces jeunes instituteurs dans le département, dans plein de rôles différents. Et alors donc tu disais quelque chose d'intéressant, c'est que quand tu as lu ce texte la première fois, tu as passé allègrement dessus. Et honnêtement, quand c'est un roman, bah, ça ne gêne pas forcément beaucoup parce que bon, on arrive quand même à faire du sens avec la phrase. Mais quand c'est une consigne, que ce soit une consigne en maths, en histoire, en géo, enfin tout ce qui est pour faire ses devoirs et faire des contrôles, eh bien très souvent les mots sur lesquels on bloque, c'est les mots les plus importants. Et du coup, si l'enfant bloque sur le mot, eh ben soit effectivement il fait un contresens ou un faux sens, et dans tous les cas, il risque d'avoir une mauvaise note parce que le mot n'est pas compris. Donc c'est l'importance aussi dans tout ce qui est scolaire, d'arriver à faire vraiment une image avec tous les mots et en particulier les mots difficiles qui sont souvent les mots importants pour les leçons. Alors, on vous a montré rapidement quels sont les outils que l'on peut utiliser. Maintenant, j'arrive à passer voilà, à la suite. Apprendre, ça s'apprend et c'est pour ça que nous vous proposons le programme Pourquoi Tyrannosaure mais pas si. C'est un drôle de nom et peut-être, est-ce que Johanna, tu veux expliquer pourquoi ce programme s'appelle comme ça? Eh bien, parce qu'en fait, tyrannosaure, c'est facile de se faire une. Voilà, tyrannosaure, bah, vous allez peut-être comprendre un petit peu les deux. Tu vas trop vite. Tyrannosaure, c'est un mot avec une image sans problème. Mais si, eh bien, il y a des enfants qui ne comprennent pas, qui ne savent pas l'écrire, qui l'écrivent jamais deux fois de la même façon. Et vous n'avez pas idée du nombre de façons dont on peut écrire le mot si. S-I, C-I, C-C-D-I, S-C-I. Voilà. On peut trouver de tout. Et donc, parce qu'ils n'ont pas de compréhension de ce mot et du coup, ils ne savent jamais comment ça s'écrit. Alors, donc, c'est un programme qui est destiné aux parents qui ont des enfants pour qui les devoirs sont difficiles, pour qui les devoirs sont générateurs de conflits, pour qui les résultats sont faibles, on en a déjà parlé.
et pour qui enfin, d'accord, ou pour qui les enfants perdent confiance en eux. Bah, parce que à force d'échouer, à force de pas réussir à faire leurs devoirs, à avoir de bonnes notes, et ben c'est le cercle vicieux dont on vous parlait tout à l'heure, et ça risque d'être difficile. Donc, je me rends compte là qu'on a déjà expliqué la diapo, parce que dans Tyrannosaure, effectivement, il y a une image, et dans Si, il n'y a pas d'image. Il va falloir qu'on remette nos diapos dans l'ordre. Alors, continue, je te propose. Donc, le tyrannosaure, c'est une formation en groupe et en Zoom, comme ce soir. Et ce sont 6 modules hebdomadaires, donc soit 6 semaines de suite, soit parfois il y a des coupures avec les vacances scolaires. Donc, voilà. Et nous en avons prévu 2 en septembre, un en journée et un le soir. Donc, à chaque fois, je vous ferai, oui, parce que c'est moi qui l'ai fait en septembre, sauf s'il y a beaucoup de demandes, Patrick ouvrira une formation aussi. Donc, il y a un apport théorique pour comprendre ce qui se passe. Et après, on vous fait faire des petits exercices pendant le module. Euh, il y a des échanges. Alors, les échanges sont très riches, surtout quand on a la chance d'avoir et des parents. Et Patrick et moi, nous avons eu aussi des enseignants qui se sont joints pour comprendre. Et j'ai eu aussi une ASH, enfin une AESH. Euh, et donc, c'est très intéressant parce qu'en fait, les parents ne sont pas en conflit avec cet enseignant-là, donc ils sont plus à l'écoute, on est plus à l'écoute. Les enseignants euh, n'ont aucun reproche à faire aux parents, enfin, ils sont en questionnement et ils disent leurs questions et leur façon de faire et comment ils cherchent. Et déjà, rien que le fait qu'ils soient là, c'est ce que je dis aux parents, c'est déjà très positif, c'est que voilà, quand on dit non, mais ils veulent rien comprendre, eh ben, il y en a certains si. Et donc, tout ça aide à se motiver. Et après, vous avez des petits exercices pour pratiquer chez vous entre les 2 Zooms d'une semaine. Donc ça, c'est les formations qui s'adressent principalement aux parents. On va faire un petit détour par les autres possibilités qu'offre la méthode Davis. J'ai perdu mon... Voilà, si vous êtes Voilà. confronté. Ah, pardon, il y a encore celle-là. Voilà. Donc, ça, c'est les 6 modules. Le premier, on vous explique qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de l'enfant, pourquoi est-ce que ça ne marche pas, et donc cette espèce de confusion qu'il a et qui l'empêche d'y voir clair. Module 2, là aussi, il faudrait un S à talent, mon cher Patrick, on a oublié aussi. Donc, ils ont souvent des talents, plusieurs, et des difficultés. Alors, parfois, on nous dit, non, non, mais mon fils n'a aucun talent, ou ma fille, mon enfant n'a aucun talent. Enfin, c'est l'horreur, il n'y a rien qui passe. Mais en fait, il y a tellement de difficultés que les talents ne peuvent pas éclore. Mais ils en ont. Ils en ont. Le module 3, c'est comment ils pensent et comment du coup ils peuvent apprendre. Et donc, le module 4, c'est des exercices d'apprentissage pour les penseurs en images. Le 5, on approfondit, on répond aux questions, enfin, on répond aux questions pendant tous les Zooms, hein, mais là, c'est une partie un peu plus importante. Et le module 6, eh ben, on revoit tout et on parle des expériences des uns et des autres et de ce que ça a apporté. Et c'est souvent très riche. Voilà. Il y a une petite conclusion. Enfin, voilà, à Donc, je toi. vais vous parler des autres programmes possibles avec la méthode Davis. Donc, on peut s'adresser à des enfants ou des adultes qui font de la dyslexie pour corriger la dyslexie. J'insiste bien sur le terme corriger et non pas contourner. On peut traiter l'attention, donc des difficultés d'attention, des difficultés de comportement. On peut traiter les mathématiques. L'approche Davis pour les jeunes apprenants, c'est plutôt pour des petits frères, petites sœurs, de grands frères ou grandes sœurs qui sont dyslexiques et qui ont des difficultés. Et du coup, pour éviter que le jeune, le dernier, ne rentre, ne devienne dyslexique ou dyscalculique, eh ben, on va prendre les devants et on va faire en sorte de lui donner tous les outils nécessaires pour qu'il ne devienne pas dyslexique.
Et enfin, on travaille aussi sur l'autisme. C'est encore une autre branche de la méthode. Si vous voulez en savoir plus, il y a un site, je vous envoie dans le chat tout de suite, mais vous l'avez déjà sur le site. Vous avez, sur la page, pardon, un regroupement de facilitateurs et facilitatrices de la méthode Davis. Ce site s'appelle D10, le tiré du 6, dys.com. Et vous y trouverez régulièrement, à peu près tous les mois, ou des fois un peu plus, des cafés des 10 ou des diverses rencontres pour vous donner plus d'informations sur tel ou tel sujet. Donc n'hésitez pas à vous inscrire et on vous fera, je vous donnerai un petit sondage tout à l'heure pour terminer. Vous aurez la possibilité de vous inscrire directement dedans. Et de toute façon, à partir du moment où vous avez répondu à notre Zoom là, vous serez invité les autres fois à ce qui sera proposé. Bon, vous n'êtes pas obligé de répondre, mais vous pouvez vous rejoindre aussi si vous le souhaitez. En tout cas, vous serez informé et n'hésitez pas à dire si vous ne voulez plus recevoir nos mails. J'en Voilà. profite aussi pour faire, décidément, des fois ça ne passe pas, voilà. Le mardi 29 juillet, je vais proposer un webinaire sur les mathématiques. Les mathématiques, des clés pour comprendre. De la même façon que certains enfants ont des difficultés avec la lecture, eh ben, d'autres enfants ont des difficultés avec les mathématiques. Et là, le 9 juillet à 20h30, il y aura un webinaire pour parler spécialement des mathématiques et des difficultés que peuvent ressentir des enfants et des parents, du coup, pour aider leurs enfants avec les maths. Et surtout, alors parler des difficultés, mais aussi surtout parler des clés pour réussir à se débarrasser de ces difficultés. Donc, c'est le prochain webinaire. N'hésitez pas à vous inscrire. C'est à peu près dans un mois, c'est un tout petit peu moins d'un mois. En conclusion, Johanna. Alors, en conclusion, les papiers sont tombés. Hop, pardon. Alors, en conclusion, vous pouvez déjà aider votre enfant avec les images, donc lui faire des images sur les mots qui lui posent problème. Et plus la leçon est abstraite, plus vous avez intérêt à lui faire des images. Mais pour vous entraîner, le plus facile, souvent, c'est quand même soit les poésies, si elles ne sont pas trop tirées par les cheveux, soit les cours d'histoire. C'est très facile de se faire des images en histoire et même en géographie. Vous pouvez commencer par ces matières-là et, euh, et vous verrez qu'il les retiendra beaucoup mieux s'il se fait des images. Voilà. Euh, Dites-vous bien qu'il ne fait pas exprès de ne pas comprendre et trouvez, quand il ne comprend pas, essayez de lui demander ce qu'il ne comprend pas. Je me rappelle d'une personne que je n'avais eu qu'au téléphone encore, elle est venue faire le stage après, mais au téléphone, voilà, elle m'avait expliqué les difficultés de son fils et je lui avais un petit peu, enfin, je lui avais expliqué comment on travaillait et quelles étaient les difficultés de son fils, pourquoi il avait ces difficultés-là. Et en fait, elle m'a dit, mais le soir, le lendemain, enfin un soir après, elle a fait travailler son fils et ça coinçait complètement. Et elle m'a dit, je me suis arrêtée, je l'ai regardé et je lui ai dit, tu peux me dire ce que tu comprends là? Parce que je ne suis pas sûre que tu comprennes. Et il m'a dit, maman, je ne comprends rien. Et en fait, c'est un enfant qui était en CM1 et elle n'avait jamais imaginé qu'il ne pouvait pas comprendre. Mais en fait, il y avait plein de mots qui lui posaient problème et donc il ne comprenait pas. Et elle dit, à partir du moment où moi j'ai compris qu'il ne comprenait pas tout, parce que pour moi c'était tellement évident qu'il devait comprendre, ça me tombait sous le sens que je lui laissais même pas la place pour dire qu'il ne comprenait pas. Et donc, euh, vous pouvez déjà vous poser la question, qu'est-ce que tu comprends? Qu'est-ce qui te pose problème? Ou trouvez vous-même ce qui lui pose problème. Et puis, vérifiez les bases. Si vous n'arrivez pas à lui faire comprendre la leçon du C et le quand est-ce que le C se prononce que et le C se prononce ce, tout comme le G qui se prononce G ou G, c'est la leçon qui ne comprend pas ou c'est les voyelles qui ne sont pas là? Vous voyez? Donc, revenir à la base. À toi. Oui, c'est terrible de voir comme des enfants souffrent pendant les devoirs et comme aussi des parents
souffrent de ne pas arriver à aider leur enfant finalement, parce que c'est une souffrance qui est partagée. Et il est franchement temps de changer les choses pour faire en sorte que ce temps des devoirs redevienne un temps de partage, un temps plus doux et plus agréable, exactement comme quand l'enfant était jeune et qu'on lui apprenait à faire, ben voilà, à manger, faire du vélo, etc. Il n'y a pas de raison fondamentale pour que ça soit différent. Donc, c'est pas seulement un programme pour éviter de souffrir, même pour avoir des bonnes notes, c'est un programme est destiné à changer la vie de l'enfant, à changer la vie de ses parents, à lui redonner la confiance en lui, la confiance dans ses capacités d'apprendre et à faire en sorte qu'il puisse atteindre son plein potentiel. C'est pour passer de différent à normal avec sa différence. Il nous reste quelques minutes pour passer sur les questions. Je vais vous envoyer en même temps un petit sondage pour terminer, si vous voulez bien répondre à ce questionnaire. Et vous pouvez, si vous voulez, réactiver votre micro et poser les questions qui vous intéressent. Activez le micro ou alors passer par les questions, Ouais. questions et réponses. On n'est pas nombreux, je pense que ce sera aussi simple avec les micros. Les deux sont possibles. Il nous reste 5 minutes. On va passer 5 minutes à répondre à vos questions. Alors, vous voyez, 5 minutes, ça veut dire qu'on a réussi à respecter le temps. Et ça, pour nos Zooms du soir, eh bien, on arrive à respecter le temps. Voilà, c'est 2 heures et on sait que si on s'étale plus, ben, vous n'aurez pas envie de revenir parce que le 2 heures en semaine, le soir, eh ben, on a besoin de s'arrêter. C'est 1 heure, on n'a pas les mêmes horloges. Non, mais pour les zooms du Oui, tyrannosaure. pour les zooms du tyrannosaure, tu as raison. Je dis que là, on a fait 1 heure et qu'on essaye de respecter l'heure et que les 2 heures du tyrannosaure, voilà, on les respecte aussi. Sauf le dernier. Et ça, c'est le dernier module des 6. Voilà, parce que là, les gens ont envie de parler. Alors, quelqu'un veut parler? Oui, allez-y. Mais voilà. Bonsoir à tous. Vous m'entendez? On vous entend très mal. Ah, Là, c'est ah, mieux. là, c'est mieux. Bah, je vais parler plus près du micro de l'ordinateur. Moi, j'ai deux enfants dyslexiques, dysorthographiques. Donc, un qui est au collège et un qui est en CM2. Et c'est vrai que le gros problème qu'ils me pose, c'est la compréhension des consignes, la compréhension des textes, la compréhension des lectures. Et j'ai jamais pensé à faire des images, effectivement, des mots. L'histoire, pour un de mes enfants, l'histoire, les notes, c'est toujours catastrophique. On essaie de lui apprendre les dates, etc. Mais s'il ne comprend pas la question, c'est un échec total. Donc, j'avoue que je suis intéressée par votre formation, car si je peux lui donner les moyens à mieux apprendre ses devoirs, pour moi, c'est gagné, je pense. Bon. Tu as pas mis le lien du tyrannosaure, en fait, pour Je s'inscrire à vais, la formation. je vais mettre le lien du tyrannosaure. Après, sur des 10, vous pouvez trouver nos noms, à Patrick et à moi. Vous pouvez nous retrouver et nous envoyer un mail pour vous inscrire. D'accord. Voilà. Alors, ce de septembre, pour l'instant, c'est moi. Mais Voilà. si vous allez sur le site du Tyrannosaure, vous verrez les jours et les horaires. Donc pour vous inscrire pour ceux de septembre, contactez directement Johanna. Ce que vous dites est très juste. C'est effectivement, avant, ça paraît être une évidence, mais encore faut-il en prendre conscience. Pour répondre, avant de répondre à une question, il faut comprendre la question, il faut se faire une image de la question. Et souvent, c'est là que ça coince. Et parfois, ça peut coincer aussi sur des connaissances qui sont pas stabilisées, qui sont pas complètement fiable de l'enfant, quoi. On peut avoir des surprises. Je peux vous raconter une petite anecdote. J'ai reçu un jour un enfant qui devait avoir 9 ou 10 ans. Et donc, on venait de faire les multiplications. Et pour faire un exercice de multiplication, je lui demande combien il y a de repas dans un week-end. Donc, il réfléchit un peu et il me dit 9. Ah, je lui dis, explique-moi comment. Il me dit, il y a 3 repas par jour. Je lui dis, OK, très bien. Et il me dit, il y a 3 jours dans le week-end.
Ah, je lui dis, mais c'est quoi un week-end pour toi? Bah, il me dit, c'est les jours où je travaille pas, c'est mercredi, samedi, dimanche. Et alors là, on s'est regardé avec ses parents. J'étais tout aussi étonné qu'eux. Mais vous voyez comme quoi une notion qui était mal comprise par l'enfant bah, pouvait poser des problèmes. Et le pire, c'est que, imaginez que je n'ai pas posé la question. On dit à l'enfant, non, c'est faux, réfléchis un peu, fais attention à ce que tu fais. Bah, on va le bloquer, on va le coincer, alors que lui, il est persuadé d'avoir raison. Vous voyez, c'est... Donc, je ne peux que vous engager avec vos enfants qui sont en CM2 et en collège, je ne peux que vous engager à faire cette formation. Vous aurez l'occasion pendant la formation de poser toutes les questions nécessaires à Johanna et puis aux autres personnes qui feront la formation. Et ça ne peut que vous aider avec vos enfants, avec les difficultés que vous avez avec vos enfants. Entre deux modules hebdomadaires, on vous proposera, Johanna vous proposera, de faire certains exercices, les exercices qui sont appropriés à au module que vous venez de faire, pour aller plus loin et pour mieux comprendre. Et donc, l'occasion de réussir très bien ou d'avoir des difficultés. Et c'est super parce qu'on peut en parler la semaine d'après. Voilà. Très bien, je vous remercie. C'est c'est une formation qui est à distance? On vous entend très mal. Formation à distance, oui. Ah, d'accord, à distance, d'accord. Oui. Comme ce soir. C'est en Zoom comme ici. D'accord, Voilà. Sauf que là, tout le monde mettra son visage et tout le monde ouvrira son micro. Et voilà. merci. Pas d'autres questions pour moi. Très bien, merci. Bien. Eh bien, il nous reste à vous remercier de votre attention. Donc, le prochain webinaire aura lieu le 9 juillet. Vous serez informé de toute façon des autres webinaires. Merci beaucoup et bonne soirée à tous. Bonne soirée.